Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins donnent cette semaine la parole aux philosophes marocains grâce à Marianne Chassor, Antoine Ravon, Mathilde Waldman, Jean Danielou et Géraldine Mosna-Savoie. À la lecture des textes arabes et français cette semaine, Georges Claes. À la réalisation méditerranéenne, Midia Portis-Guérin. Avec à la prise de son un duo de choc, Yvan Charby et Michel Gassic. Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous donnons la parole à ceux qui pensent la philosophie dans le présent. Table ronde autour d'un ouvrage de philosophie qui vient de paraître, rencontre avec un philosophe au parcours singulier, ou encore séminaire et festival, autant de façons de tendre le micro à la philosophie en train de se faire. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous donner à entendre une discussion avec 3 philosophes marocains, discussion qui s'inscrit dans la continuité de notre série d'émissions enregistrée à Casablanca en février dernier et que vous avez pu découvrir de lundi à jeudi. Aujourd'hui donc, ce sont les professeurs de philosophie à l'université Mohamed V de Rabat, Nourdine Afaya et Adil Adjami, accompagnés de l'éditeur et non moins philosophe Driss Jaiden, qui viennent interroger la réception de la philosophie contemporaine dans la société marocaine depuis l'Institut français du Maroc. Bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut français qui nous accueille ce soir pour le dernier enregistrement de notre série d'émissions que nous faisons au Maroc pour essayer de réfléchir à la place de l'enseignement de la philosophie au Maroc, le travail des chercheurs en philosophie au Maroc. Et je suis très contente ce soir d'avoir une discussion sur la philosophie contemporaine au Maroc. Vous allez voir, c'est un sujet qui est vaste et je pense que nous n'aurons pas trop d'une émission pour en soulever les enjeux principaux. Il faudrait même que nous ayons plusieurs émissions. Enfin, c'est bien de commencer avec une émission déjà. Je vous présente mes invités. Donc à ma droite se trouve Adil Adjami. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes enseignant-chercheur à l'université Mohamed V de Rabat Agdal, docteur en philosophie et l'auteur d'un ouvrage intitulé La philosophie de Gilles Deleuze sur l'être et la différence, qui a reçu le prix Shaher-Zayed l'an dernier. Donc bravo à vous, on en parlera peut-être tout à l'heure. Merci. À votre droite se trouve Mohamed Noureddine Afaya. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes également enseignant-chercheur à l'université Mohamed V de Rabat Agdal, docteur d'État en philosophie, l'auteur de nombreux ouvrages publiés entre autres chez l'Harmattan, mais je cite surtout le dernier, Modernité et communication de la philosophie critique contemporaine, et surtout autour du cas d'Habermas, et c'est publié aux éditions Afrique-Orient. Et à votre droite se trouve Driss Jaiden. Bonjour à vous. Bonsoir. Donc vous êtes essayiste, romancier, vous dirigez une collection aux éditions de la Croisée des Chemins qui s'intitule Le Royaume des idées, j'en ai quelques exemplaires sous les yeux, et vous animez régulièrement des séminaires de philosophie ici même à l'Institut français. Donc je me réjouis d'avoir ces discussions avec vous trois. Pour commencer peut-être, on peut commencer avec une date, l'université dans laquelle vous enseignez, Monsieur Noureddine Afaya et Adil Adjami, donc l'université Mohamed V de Rabat a été créée en 1959, après l'indépendance du Maroc. Est-ce que ça veut dire que c'était la première université, la première faculté des lettres et des sciences humaines au Maroc? Comment enseignait-on la philosophie avant la création de cette université? La philosophie moderne, la philosophie comme champ de réflexion, comme vous l'avez dit, a été liée à la fondation de la faculté des lettres de Rabat, qui n'était pas au départ appelée faculté, c'était l'Institut des études africaines, quelque chose comme ça, et qui a été dirigée par un grand historien français, sympathisant du mouvement national marocain, qui était Charles-André Julien. C'était son premier doyen. Et son deuxième doyen, c'était Mohamed Aziz Lahbabi, qui était philosophe et qui a été fortement influencé par Emmanuel Mounier, par Jean Lacroix, par le personnalisme. Son premier livre a été publié en 1954 déjà, intitulé Le personnalisme de l'être à la personne, pour un essai d'un personnalisme réaliste. En 1956 aussi, il a publié un autre livre qui s'intitule La liberté à la libération. Et les premiers pas de la philosophie ont commencé au Maroc, à travers la faculté qui va devenir la faculté des lettres, où un ensemble d'enseignants français, de professeurs français, de philosophes français, et aussi d'enseignants marocains. Et il y avait aussi déjà en 1962 un enseignant, un grand professeur égyptien, qui avait enseigné aussi à la Sorbonne, qui s'appelait Najib Beladi, qui était un très très grand cartésien. Il a enseigné à la Sorbonne et il est venu au Maroc pour enseigner la philosophie.
Et j'avais la chance d'être un de ses étudiants en 75, parce qu'il était revenu au Maroc pour renouer avec le Maroc. Alors, le parcours de la philosophie, de l'enseignement, de la pratique de la philosophie a été, à mon avis, intimement inhérent à l'université Mohammed V et à la faculté des lettres en particulier. Mais ce parcours de l'enseignement de la philosophie, comme vous dites, n'a pas été sans obstacle et sans revirement. Il y a certaines années au Maroc, il a été beaucoup plus difficile d'enseigner la philosophie. De manière institutionnelle, comment se passe cet enseignement? C'est-à-dire, est-ce que l'enseignement de la philosophie a lieu uniquement à l'université? Est-ce qu'il y a des cours de philosophie qui sont dispensés dans le secondaire, par exemple? Oui, la philosophie a été introduite au Maroc avec les Français. L'enseignement secondaire, surtout la philosophie a été enseignée au terminal, jusqu'à son arabisation, au début des années 70. Et paradoxalement, le Maroc a été, et je crois qu'il est toujours, le seul pays au monde qui enseigne la philosophie en 6e et au 7e. Dans toutes les villes du Maroc? Dans toutes les villes, dans tous les lycées du Maroc. Il commence à découvrir la philosophie un peu au début, au 6e, puis à la fin, baccalauréat, c'est-à-dire que l'enseignement de la philosophie au secondaire et à la faculté, c'est vrai que la philosophie aussi, il ne faut pas oublier, c'est une discipline qui est un enjeu moderne et de la pensée moderne au Maroc. La pensée moderne a été aussi un enjeu politique au Maroc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les péripéties de la situation politique marocaine a fait qu'il y avait un conflit extraordinaire pour le pouvoir. Et les gens qui incarnaient les Lumières, qui incarnaient la pensée moderne, étaient en quelque sorte un peu l'adversaire du pouvoir en place. Et c'est pourquoi la philosophie, déjà, il faudrait peut-être poser la question du statut du philosophe au Maroc. En France, on peut dire de quelqu'un qui est philosophe très très simplement et normalement. Au Maroc, jusqu'à ces dernières années, ça a été vraiment très très difficile d'identifier quelqu'un ou d'appeler quelqu'un comme philosophe. Parce qu'il était relativement mal vu, mal perçu. Parce que la philosophie s'inscrivait et continue à s'inscrire, surtout avec la montée maintenant de l'islam politique, à s'inscrire dans un conflit idéologique et politique qui détermine un tout petit peu les forces qui agissent, parce que la philosophie se trouve face à un ensemble de types de dogmatisme et de conservatisme. Et il ne faut pas oublier que l'histoire culturelle du Maroc a été toujours caractérisée par une lourde historicité, par un conservatisme lourd, par des tendances dogmatiques et qu'on ne voit jusqu'à maintenant, peut-être avec Drijidan, on va en parler tout à l'heure. Adil Adjami, est-ce que vous ressentez dans l'exercice de votre métier de philosophe ces tensions politiques et idéologiques qui viennent d'être mentionnées par Noureddin Afaya? Oui, mais avant de parler de cela, j'aimerais bien ajouter quelques éléments à ce que vient de dire mon collègue et ami Noureddin. C'est que la philosophie moderne, certes, l'introduction de la philosophie moderne a été après la création de la faculté de lettres, oui, mais il y avait aussi, disons, des études de philosophie dans ce qu'on peut appeler les universités traditionnelles au Maroc, telles le Qarouiyine, sous le nom de l'aqida, la doctrine, ou ce qu'on appelle, c'est un mot que je crois qu'il serait difficile de traduire, ilm al-kalam. C'est la théologie, disons, qui essaie de penser l'être de Dieu, les attributs de Dieu. Et on enseignait aussi dans ces écoles l'astronomie ancienne, la logique. Alors il y avait une activité, certes, dans le sein de la théologie, mais il y avait quand même des livres, des textes de philosophie. Je vous parle des siècles du 19e, 18e et début 20e. Dans notre exercice d'aujourd'hui, certes, il reste ces éléments culturels qui sont assez profonds. Pourquoi on n'accepte pas la philosophie? Parce qu'il y a tout simplement la religion. Il y a le poids de la religion. Les philosophes, c'est mal vu, certes, parce que on a déjà la vérité. La vérité, c'est ce qu'on enseigne dans le texte sacré. Alors des gens qui vont nous enseigner ou nous parler de qu'est-ce que la vérité, ou discuter les concepts comme la vérité, la mort, ou les concepts fondamentaux de la philosophie, on n'en a pas vraiment besoin. Pourtant, Averroès a bien montré que les deux n'étaient pas en conflit, justement, qu'il n'y avait pas une vérité de la raison et une vérité de la foi oui, absolument, mais vous connaissez certainement la fin tragique
d'Averroès. Bon, quand on a deux vérités, c'était toujours le cas avec la théologie, même pendant la période médiévale en Europe. L'Europe a fait sa révolution, a fait sa renaissance, ce qui n'est pas jusqu'à aujourd'hui le cas chez nous, culturellement au moins. Alors, l'exercice de la philosophie reste un travail, disons, qui n'est pas institutionnel, reste quelque chose de personnel, un choix personnel, mais qui n'est pas vraiment reconnu officiellement. Bon, reconnu, oui, certes, culturellement, disons, il n'est pas reconnu. Les gens ont leur vérité, c'est ce que dit le texte sacré. Alors, parler encore de vérité, parler des choses métaphysiques, ça dérange, oui, oui. On le ressent. Oui. Driss Jaiden, est-ce que vous partagez ce constat de la difficulté d'assumer un statut institutionnel du philosophe aujourd'hui comme étant à remettre sur le compte du poids de la religion, comme le philosophe serait une figure dissidente vue d'un point de vue religieux? Écoutez, ça dépend de quel point de vue on se place. Il y a même des religieux qui sont dissidents d'un point de vue de la religion. Hallaj a été crucifié parce qu'il a dit « je suis la vérité ». Est-ce que Hallaj était encore dans la religion? Est-ce qu'il en était sorti? C'est ça le problème. Le problème, c'est dès lors qu'on prononce le mot de vérité. Elle existe ou elle n'existe pas. À partir de là, la philosophie, qu'il s'agisse de celle des Grecs, des anciens ou les nouvelles, s'interroge sur précisément l'évolution, l'histoire de cette vérité. Après tout, aujourd'hui, la philosophie contemporaine ne prononce que très peu le mot de vérité. Elle lui a trouvé un certain nombre de subsides, car elle a très peur précisément de s'attaquer à cette région-là de la philosophie. C'est pour ça que Foucault, par exemple, parlait de régime de vérité. Il nous a appris qu'au XVIe siècle, une chose était vraie, elle ne l'était plus au XVIIIe. Donc, quoi qu'on en dise, oui, la philosophie a toujours rapport avec la vérité et la non-réception, non-acceptation que la philosophie donne à un moment donné de ce qu'elle entend ou ce qu'elle suppose comme étant vérité ou non-vérité. Au Maroc, comme ailleurs, nous avons toujours un problème dès lors que nous faisons comme travail ou que nous entreprenons l'entreprise d'essayer de dire à un moment donné « mais ce que vous me dites là, je ne suis pas obligé de l'accepter comme tel ». Donc, quoi qu'on en dise, la philosophie, c'est la crise. La philosophie est ce qui provoque la crise. Soit au moment de Socrate, soit au moment de Deleuze, soit dans la rue, soit avec un agent d'autorité, avec ses parents, avec les médias, avec le monde en général. Et donc aujourd'hui, si on doit reposer la question de la philosophie, au-delà de tout ce qui s'est passé, de la réception qu'elle peut avoir dans des sociétés comme les nôtres, eh bien, on doit, à mon humble avis, se demander qui pose la question ou qui refuse d'accepter une vérité qui est proposée par des institutions, par des individualités, par des théories, par une dogmatique en général. À partir de là, se pose la question de la philosophie. Est-ce qu'on est prêt à entrer en crise? Est-ce qu'on est prêt à faire entrer l'autre en crise? Si on est prêt à le faire, qu'on soit philosophe de métier, qu'on soit agrégé de philosophie, qu'on soit un journaliste qui demande à un pouvoir « Pourquoi avez-vous assassiné Anna Politkovskaya » ou « Pourquoi avez-vous enfermé des dissidents au Maroc » ou « Pourquoi continuez-vous à torturer dans les commissariats ?» À partir de là, se pose la question de la réception d'une question et se pose la question de la réponse qu'on va obtenir. Alors, est-ce que la réponse ce sera « Eh bien, nous allons vous expliquer tout simplement pourquoi nous faisons cela » ou est-ce que la réponse ce sera « Ça ne vous regarde pas ». À partir de là, l'écart qui s'ouvre entre la réponse et la non-réponse, eh bien, c'est un petit peu là-dedans que ça se passe finalement le métier de la philosophie. Qu'il s'agisse de la philosophie des sciences, ou analytique, c'est-à-dire un travail de méthodologie, ou qu'il s'agisse de la philosophie dans la vie tout court. Donc les problèmes contemporains, la réception contemporaine de la philosophie, c'est ce qui pose les questions d'aujourd'hui. On en revient toujours à la vieille question, pourquoi avons-nous cette actualité ? Pourquoi vivons-nous ce que nous vivons? Pourquoi pensons-nous ce que nous pensons? Et pourquoi nous arrive-t-il ce qui est en train de nous arriver? Noureddin Afaya. Non, peut-être que votre question suppose un peu la genèse de l'enseignement et de la pratique philosophique au Maroc, proprement dite. Mais ceci n'empêche pas de dire qu'on ne peut pas prétendre qu'on a une très très longue histoire de philosophie au Maroc. On a quelques idées qui se sont produites, qui ont jailli d'une manière ou d'une autre durant le XXe siècle. XIXe siècle, comme vous le savez, le Maroc a été, si on peut dire, défini par un triple discours. Un discours religieux, un discours jurisprudentiel et un discours historique. Et qui sont les trois discours liés fondamentalement à un référentiel traditionnel et conservateur, et surtout religieux. Après, il y avait ce qu'on pourrait appeler la parenthèse française, de 1912 jusqu'à 1956. La France a
complètement chamboulé, que ce soit les infrastructures, le rapport à la technique, à l'enseignement, à l'institution, à la politique, à la personne. La présence française a été une présence extraordinairement ravageuse pour un peuple conservateur, traditionnel, etc., qui avait des élans un peu d'ouverture. Certains sultans avaient envoyé un ensemble d'émissaires en Angleterre, en France, en Italie, partout. Les Marocains étaient aussi des voyageurs, mais la parenthèse française avait complètement, à mon avis, déstructuré, démembré les structures traditionnelles du Maroc. Alors, tout ceci est lié, si on peut dire, au niveau de l'histoire des idées, à une idée centrale qui est restée déterminante de la culture marocaine et de l'effort intellectuel des Marocains, des élites marocaines, c'est l'idée de réforme. Il y avait de grands réformateurs où on trouve dans leurs textes des idées philosophiques. Ils défendent la question de la liberté, la question de la raison, la question de l'égalité, la question de la justice. Ce sont des questions fondamentalement philosophiques, mais ils n'étaient pas des philosophes. Ils étaient des intellectuels engagés, réformistes, qui veulent réformer la société et le pays. Et paradoxalement, les premiers philosophes, comme par exemple l'Ahbabi et Laroui après et El Jabri, ce sont des intellectuels qui se sont inspirés, que ce soit de la philosophie ou de l'histoire ou de l'anthropologie, mais qui sont restés aussi liés à cette idée centrale qui est l'idée de la réforme et du changement au Maroc. Vous insistez sur l'idée de réforme. Driss Jaïden, vous avez insisté sur la dimension de crise de la philosophie. Philosopher, c'est mettre en crise. C'est une idée qui a été énoncée par un philosophe marocain qui s'appelle El Jabri, que vous avez cité les uns et les autres, qui est mort en 2010, donc un philosophe contemporain, qui a entrepris un programme de critique de la raison arabe. Et il faut entendre critique dans son sens étymologique ou dans son sens kantien, c'est-à-dire vraiment mettre en crise et faire la généalogie d'un concept. Donc je vous propose d'écouter un texte tout de suite d'El Jabri, puis vous pourrez ensuite nous présenter son travail. Le texte s'intitule « Faire notre modernité en repensant notre tradition ». Il est tiré de son ouvrage intitulé « Introduction à la critique de la raison arabe ». Des voix s'élèvent çà et là pour remettre en question d'une manière ou d'une autre le souci qu'ont les chercheurs arabes de travailler sur la tradition. Pourquoi tout cet intérêt pour la tradition? N'est-ce pas là une régression intellectuelle? Certains vont même jusqu'à parler de phénomènes pathologiques, de névroses collectives qui auraient frappé les intellectuels arabes au lendemain de la débâcle de 1967 et auraient suscité chez eux ce retour en arrière en direction de la tradition. Les tenants de cette opinion objectent que l'intérêt pour les choses de la tradition détourne les esprits des exigences de la modernité. Illusionnés qu'ils sont, ils pensent que la tradition arabo-islamique, comme à leurs yeux toutes les traditions, n'est qu'un article du passé qu'il conviendrait de reléguer dans le passé et dont il faudrait soigneusement réserver l'étude, si toutefois on daigne en admettre l'utilité, à l'attention de rares universitaires spécialistes des choses du passé. L'intérêt pour la tradition devrait donc rester cloîtré entre les murs des établissements universitaires ou les pages des revues spécialisées. Adil Adjami, ce constat d'un rapport plus que problématique des philosophes contemporains à la tradition, et pourtant ce qui constitue sans doute la modernité de ces penseurs, c'est qu'il n'y a pas de philosophie contemporaine sans le fait d'affronter la question de la tradition, soit d'un côté comme une forme d'héritage pesant, ou au contraire comme une sorte de source à laquelle nous pouvons nous abreuver pour produire quelque chose de nouveau. À mon avis, il faut faire une petite distinction. Quand on parle des professeurs comme l'Ahbabi ou comme Najib Baladi, qui ont été cités par mes amis, là on parle de la philosophie fondamentale. C'est des gens qui ont essayé de penser les concepts, disons, fondamentaux de la philosophie. Telle la liberté, par exemple, on peut comprendre ça à partir du titre de l'œuvre de l'Ahbabi que vient de citer Nourdine, de la liberté à la libération, et puis de l'être à la personne, c'est des questions ontologiques. C'est des questions qui intéressent l'humanité, c'est universel ça. Mais là, quand on parle de l'Jabri, quand on parle de l'Aroui, c'est plutôt, disons, c'est un autre chantier qui est aussi très important
dans les pays arabes, c'est la question de Tourat, c'est la question de la tradition. Et à mon avis, c'est des projets qui ont pour but de répondre à la question du progrès, parce qu'il y avait le choc de l'occupation. Il y avait cette question initiale très importante qui reste et qui était posée à la fin du 19e siècle et qui est restée jusqu'à aujourd'hui posée. Pourquoi l'Occident a fait sa révolution, sa renaissance, a pu créer l'État moderne, alors que les pays arabes, des pays comme le Maroc et les pays voisins, n'ont pas pu faire cette révolution, cette renaissance. De là ils sont essayés de penser cette grande question. Et là, on parle d'un point de vue, disons, idéologique, plutôt politique, un contexte qui prend en considération les questions de la société, les questions du progrès, qui sont des questions différentes. La tradition dont parle El-Jabri dans le texte, c'est la tradition politique, à votre sens? Non, la tradition, l'héritage scientifique, moral, le patrimoine, disons, des pays arabes, des peuples arabes. On a cette tradition-là. Et il faut dire que cette tradition nous travaille chaque jour, parce que elle est très présente dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette tradition? Est-ce qu'on va la prendre comme un élément pour créer un État moderne, pour progresser? Il faut créer toute une politique de rapport avec cette tradition. Le projet de El-Jabri, le projet de l'Aroui, le projet de Jaïd en Tunisie et même en Égypte et au Liban, il rentre dans ce cadre-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la bonne méthode pour aborder la question de la tradition? Ce sont des questions, comme vous voyez, qui ne sont pas d'ordre universel, philosophique pur. On ne parle pas là de la philosophie première. On ne discute pas avec un Kant ou avec un Aristote. Certes, on prend des concepts, on essaie de prendre, comme par exemple le Jabri, il a travaillé, Bachelard, il a essayé d'investir quelques concepts comme la rupture épistémologique, mais ça reste un débat qui a un côté politique et un côté idéologique, et c'est pas de la philosophie pure. N'empêche que ce n'est pas moins intéressant que la philosophie pure, mais il faut prendre en considération ces distinctions. L'Ahbabi, c'est quelqu'un qui parle ammonier, au bergsonien, alors que le Jabri, sa question fondamentale, c'était la tradition, et c'était la question du progrès. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance que nous sommes allés enregistrer à Casablanca en février dernier. Et aujourd'hui donc, ce sont les professeurs de philosophie à l'université Mohamed V de Rabat, Nourdine Afaya et Adil Adjami, accompagnés de l'éditeur et non moins philosophe Driss Jaïden, qui viennent interroger la réception de la philosophie contemporaine dans la société marocaine depuis l'Institut français du Maroc. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Driss Jaïden, vous travaillez entre autres sur Michel Foucault. Est-ce que c'est aussi une manière de partir d'un philosophe qui lui est français pour essayer de mesurer le degré d'application des concepts qu'il met en œuvre, des concepts qu'il veut être des outils, selon ses propres termes? Ou est-ce que c'est une manière de vous situer par rapport à cet héritage, cette tradition
philosophique, même intellectuel au sens large, en essayant de l'enrichir d'un apport différent? L'enrichir, je ne crois pas. Je ne pense pas être en mesure d'enrichir la pensée de Michel Foucault. Non, mais... plutôt que vous fassiez appel à Michel Foucault pour oui. enrichir une tradition existante. Alors, peut-être pas. Disons qu'il y a deux aspects de Michel Foucault qui m'ont beaucoup intéressé et qui m'intéressent toujours. C'est le premier Foucault de l'histoire de la folie, c'est-à-dire ce livre magnifique où il explique bien comment, à un moment donné, la folie, qui est au Moyen-Âge vue comme une sorte de chant de la déraison, mais qui dit une vérité qui vient d'ailleurs, va au fur et à mesure devenir la pathologie que l'on sait, qui sera médicalisée dans les conditions modernes, qu'il décrit très bien. Et Michel Foucault, de ce point de vue-là, m'intéresse. Pourquoi ? Parce que j'ai un rapport à la modernité qui est ambivalent. Je vis dans une société, il faut dire les choses aussi à un moment donné, que la modernité est entrée dans cette société par effraction. Donc on n'en sort pas indemne, même si à un moment donné on peut développer une sorte de grand respect pour les Lumières ou pour la modernité en tant qu'elle a aussi structuré, permis de ressaisir un certain nombre de champs, celui de la nature, celui du monde, du vivant, de l'humain. En même temps, il faut accepter l'idée que nous ne sommes pas entièrement clairs par rapport à la question de la modernité et que, quoi qu'on en dise, elle nous pose des problèmes. Et Michel Foucault, de ce point de vue-là, parce qu'il réinterroge la modernité à partir de ses marges, entre d'une certaine manière en concordance aussi avec le rapport que quelqu'un comme moi peut avoir avec la modernité. Je ne suis pas un amoureux de la modernité. Je ne pense pas que la modernité soit la panacée. La modernité a aussi son livre noir, elle a été tranchante. Vous la faites commencer quand, la modernité ? Je la fais commencer à partir, on va dire, la découverte de l'Amérique, la naissance du mercantilisme, la machine à vapeur, le capitalisme, la restructuration des espaces, les colonisations et aussi, bien sûr, la pensée, car il faut distinguer entre les Lumières, la modernité. Mais si on lit des chroniques du XVIIIe siècle, beaucoup de grands modernes, beaucoup de penseurs de l'Aufklärung, comme dirait l'autre, n'ont pas été forcément aussi des esprits étonnamment ouverts sur le quotidien, sur la vie. Certains ont même tenu des propos que nous jugerions aujourd'hui totalement déplacés. Donc il y a aussi ce rapport que moi j'entretiens avec la modernité, qui est un rapport, entre guillemets, où je dis c'est bien sûr, elle est devenue la tradition de l'Occident, parce que là aussi, il faut poser cette question de ce point de vue-là. Vous parliez de seuil épistémologique. La modernité, à un moment donné, elle va être requestionnée à partir des années 30 et 40, après l'Holocauste, par des philosophes qui vont dire peut-on continuer à faire de la philosophie après qu'on ait tué l'esprit des Lumières, après qu'on ait brûlé 7 millions de personnes dans des camps? L'Allemagne va poser cette question, d'autres poseront cette question. Donc, et on entrera dans la post-modernité. Michel Foucault s'inscrit un peu entre ces deux moments-là, où précisément il dira, au niveau de sa pensée, je suis là aussi pour examiner le sol sur lequel je marche, et je suis inquiet de marcher sur ce sol qui est craquelé. Ce n'est pas un dallage absolument impeccable. Le lieu d'où je parle est un lieu qui a aussi, entre guillemets, ses concepts dans les placards, comme on dirait qu'il y a des cadavres dans les placards. Donc j'aime beaucoup aussi travailler avec ce philosophe qui me permet aussi d'organiser ma pensée dans un rapport à la modernité, que j'aime, que je respecte, mais dont je me méfie aussi, et par rapport à la tradition que j'aime et que je respecte, mais dont je me méfie aussi un peu. Donc de ce point de vue-là, j'essaye d'équilibrer les deux. Ce qui est intéressant dans le dernier Foucault, celui qui me passionne, c'est qu'il va réinterroger les Grecs, poser la question de la subjectivité, qu'est-ce que c'est qu'un sujet et qu'est-ce que c'est que la vérité. Et là, ça devient passionnant. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit, par exemple, tout simplement, petit exemple, qu'entre un philosophe grec, les exercices spirituels d'un philosophe grec et, quelque part, ce que nous appelons nous aussi nos spirituels, dans la tradition musulmane, eh bien, il y a des passerelles absolument incroyables sur précisément le questionnement de la vérité. Qu'est-ce qui me constitue en tant que je peux dire la vérité? Et dire la vérité, c'est pas simplement lire des livres et passer un doctorat, c'est d'abord faire en sorte qu'après un long travail d'examen de conscience, dans un rapport au corps et à l'esprit, on puisse aussi, à un moment donné, faire de la philosophie une manière de vivre. Et ça c'est fondamental. Parce que la philosophie, bien sûr, elle est formidable, mais elle est devenue à un moment donné l'histoire de la philosophie. Elle est devenue aussi la sociologie de la philosophie. Alors, que signifie philosopher ? Bien sûr, c'est passer une agrègue, c'est passer des diplômes, c'est lire des centaines de pages, mais c'est aussi prendre sur soi de dire que ça a d'abord été une manière de vivre. C'est pour ça qu'on posait tout à l'heure la question de la crise. Quand on fait de la philosophie, qu'est-ce qu'on est capable de mettre en crise pour soi et dans son rapport avec les autres? Mohamed Ould Nafaya. Je crois c'est difficile de préciser les frontières, dans le cas marocain, de ce qui est philosophique et de ce qui est idéologique. Même avec l'Ahbabi, quand il avait écrit de lettres à la personne, de la liberté à la libération, en 1964, il avait publié aussi un petit livre chez PUF sur le personnalisme musulman, où il a tenté de faire un double dépassement.
dépassement un peu des origines chrétiennes du personnalisme telles qu'elles ont été exprimées par Emmanuel Mounier et Jean Lacroix, et un dépassement de certains personnalismes individualistes pour défendre le principe suivant. Pour passer de l'être à la personne, il faut s'engager dans un combat, une lutte contre toute forme de servitude. Et il le dit, que ce soit la servitude du joug colonial, ou les séquelles du colonialisme, ou la servitude du conservatisme, du pouvoir et du despotisme. Parce que lui-même, après, il était fondateur de l'Union des écrivains maghrébins. Et il avait lancé une revue qui s'appelait Horizon, Afaq en arabe. Et du coup, il s'est trouvé non pas en tant que philosophe qui contemple, qui interroge le monde, l'être, la personne, mais engagé dans la cité. C'est pourquoi parler d'El Jabri. El Jabri n'est qu'un moment qui est venu après l'Ahbabi, et le moment de l'Aroui qui est fondamental. Sans l'Aroui, je pense que El Jabri aurait pu être quelqu'un d'autre. Et aussi une grande figure de la culture et du sens philosophique profond, à mon avis, qui est la figure de Abdelkbir al-Khatibi. Khatibi a déjà parlé d'une double critique avant le Jabri, une critique de l'Occident et une critique de la tradition, pour essayer un peu de construire un texte, une vision authentique, marocaine, arabo-musulmane, etc., mais fondée essentiellement, et il le dit, Khatibi, je pense à travers un élément refoulé dans notre conscience, dans notre histoire, qui est l'élément de la philosophie grecque, parce qu'il nous appartient aussi. Nous sommes aussi les héritiers de la philosophie grecque, mais cet élément a été refoulé. Et c'était le moment pour lui de repenser, d'interroger cet élément refoulé dans notre conscience, dans notre histoire philosophique. Alors, on a tout un panorama, un ensemble de parcours. En fait, ce sont des parcours de philosophes ou d'intellectuels qui se sont inspirés de la philosophie et qui ont laissé un impact, à mon avis, relativement important sur la culture marocaine. Et j'aimerais bien qu'on revienne un peu à l'influence de la philosophie marocaine sur les différents champs de la création, de la réflexion au niveau de la culture marocaine. Adil Adjami sur ce point. Il ne faut pas oublier que les philosophes marocains de l'époque, les idéologues, disons, les penseurs marocains, je préfère ce mot, de l'époque, pensaient aussi à ce qui se passait en Orient. Alors, le Jabri, c'était un très grand connaisseur du patrimoine théorique islamique. C'était un vrai savant. Al-Khatibi, c'était une autre chose. Il était d'une culture plutôt occidentale et il n'avait pas comme souci cette question profonde que posait Al-Jabri al-Aroui du dialogue avec l'Orient, la question du progrès. Parce que il faut penser Al-Jabri, al-Aroui, à partir d'autres penseurs du début du siècle en Égypte, au Liban, et même fin du 19e. Je pense à Farah Antoun, je pense au salafisme de l'époque, qui n'est pas du tout le salafisme d'aujourd'hui, à Afghani, Mohamed Abdou, qui ont posé cette question à l'époque. Alors, il ne faut pas penser qu'il y a une philosophie marocaine, où la pensée philosophique ou théorique marocaine de l'époque était régionale, était purement marocaine. Il y avait un dialogue profond avec les penseurs de l'Orient. Parce que quand il s'agit de la pensée, il faut penser aussi que c'est une pensée écrite en arabe. Alors, la langue arabe, ici, joue un rôle très très important. C'est que quand on écrit un livre au Maroc, il est lu en Irak, il est lu en Arabie Saoudite, en Égypte, disons c'est le même champ, on pose les mêmes questions, on essaie de trouver les mêmes réponses. Il faut aussi ajouter un autre élément, c'est le marxisme de l'époque. Pendant les années 60, les années 70, le marxisme était un enjeu majeur, comme tout ailleurs, en France même, en Italie, dans d'autres régions du monde. Il y avait ce côté. Alors on pensait la philosophie à partir d'un engagement politique, disons aussi marxiste, dans un certain sens. Certes, c'est un marxisme qui a une connotation marocaine, arabe, où on prend en considération l'héritage islamique, la religion, la culture, disons. Mais il y avait aussi le marxisme qui était très présent. Et on peut dire, moi ça me dérange pas du tout, de dire que tous ces penseurs étaient d'une manière ou d'une autre marxistes.
à part l'Ahbabi, tout à l'heure que j'ai qualifié de quelqu'un qui pratiquait la philosophie au sens premier. Il n'ignorait pas les questions du progrès, mais c'est quelqu'un qui avait comme souci des questions conceptuelles, profondes, philosophiques. Il faut, à mon avis, prendre en considération ces deux éléments. D'abord, le dialogue qui est politique, qui est culturel, civilisationnel, la question du progrès, de dépasser l'état actuel de nos sociétés, le sous-développement, et puis l'impact marxiste qui était très fort à l'époque et qu'on a commencé à le dépasser qu'à partir du milieu des années 80, qu'on a eu d'autres penseurs qui ont essayé de traduire, d'interpréter d'autres textes, entre autres Foucault, Heidegger. La question d'Heidegger, s'intéresser à Heidegger, c'est un philosophe qu'on a découvert récemment. Donc il est traduit en arabe. Oui, il est traduit. Il y a beaucoup de traductions de Heidegger. Le livre fondamental, le livre clé de la pensée d'Heidegger, qui est Sunan Saïd, malheureusement, il a été traduit tardivement par un Tunisien qui est Fethi Mskini, directement à partir de l'allemand. Et là, il faut ajouter quelque chose qui va dans le sens de ce que je viens de dire. C'est que pour nous, quand un écrivain tunisien traduit un livre en arabe, il n'y a pas de différence. On parle de la même chose. C'est un Marocain. Quand le Jabri parle, la Tunisie l'écoute, l'Égypte l'écoute. C'est pour ça qu'on parle de la pensée arabe. On ne peut pas vraiment parler de pensée marocaine. Certes, on peut l'utiliser, mais quand un écrivain marocain écrit, il écrit pour le monde arabe. Et quand un Égyptien écrit, il n'écrit pas pour les Égyptiens, il écrit pour les peuples arabes. Mais après, il reste la question de l'identité culturelle. Je rebondis sur ce que vous disiez, Mohamed Noureddin Afaya, sur savoir quel est le rayonnement de la philosophie au sein de la culture elle-même au sens large. Quand vous parlez de monde arabe, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui relie ces pays entre eux? À part peut-être une langue commune, qui encore, elle aussi, connaît des différences, et une proximité géographique, c'est peut-être déjà beaucoup, mais ça permet quand même de reposer la question de cette identité culturelle et du rôle que la philosophie a à jouer dans cette identité culturelle. C'est vrai que le monde arabe s'est éclaté, mais le seul élément qui unifie un peu, c'est un peu la langue et la culture arabe. Je crois que les différents citoyens ou personnes arabes existant dans les autres pays arabes se reconnaissent à travers la langue. Même s'il y a des frontières, il y a des régimes politiques qui sont en guerre civile, en guerre déclarée, etc. Mais la culture arabe est justement quelque chose qui réunit malgré les différences de politique et d'idéologie. Mais pour rebondir à cette question de Jabri, il est vrai que le Jabri est un des auteurs les plus lus dans le monde arabe. On a maintenant aussi un des auteurs marocains qui a relativement dépassé le Jabri au niveau de lectorat, qui est Taha Abderrahman. Taha Abderrahman, c'est un autre parcours philosophique et qui a commencé par polémiquer, à réagir à Jabri, pour dire quoi? Critiquer tous les principes de la modernité, mais à travers un dispositif conceptuel pré-moderne. Et il a trouvé ses clients, ses récepteurs qui l'ont suivi. Donc c'est une critique de la modernité qui en appelle à un retour à la pré-modernité. Tout à fait, parce que bon, nous... Donc là on est un peu loin du progrès auquel vous appelez quand même. Nous, on est affrontés à une double problématique. La modernité, l'implantation de la pensée moderne, et les résistances qui jaillissent contre cette volonté d'intégrer les principes de la modernité. Les principes de la modernité, je ne parle pas de la modernisation, parce que quand vous circulez à Casablanca, c'est une ville moderne, au niveau de la modernisation. Et jusqu'à quel point on a implanté les principes des idées modernes, du comportement civique, civil, etc. C'est autre chose, c'est un autre débat. Et l'autre problématique, c'est la tradition qui s'inscrit dans un enjeu idéologique et politique. Et Taha Abderrahman a investi la tradition, parce qu'il est un très grand connaisseur de la tradition, pour justement combattre les approches et les propositions de l'Aroui, par exemple, ou de l'Jabri. C'est un adversaire idéologique. C'est pour lui, et il le dit très clairement dans ses textes, moi j'écris, je produis, j'essaie un peu de ressusciter, de recréer, de reconstruire le fondement de la tradition arabo-musulmane pour contrer les principes de la modernité, parce que nous, on possède notre propre modernité.
si on peut dire, une certaine tentative d'islamisation de la modernité. Juste un, Adil Adjami. oui, juste un petit point qu'il faut ajouter. Quand on parle de Tahar Abdelrahman, qui est un phénomène culturel aujourd'hui dans le monde arabe, il ne faut pas penser que c'est quelqu'un vraiment de traditionnaliste. C'est quelqu'un qui connaît très bien la pensée philosophique occidentale, qui est polyglotte, d'une rhétorique juste incroyable. Il a un style en arabe juste magnifique. C'est un grand penseur. Il a eu son doctorat à la Sorbonne. Il écrit, il parle en anglais, en français. En allemand aussi. Oui, oui, aussi. C'est un vrai intellectuel. Mais justement, le paradoxe, c'est ça. C'est une situation tragique, celle de la culture arabe et de la philosophie arabe contemporaine. C'est un penseur qui est l'élève de tout ce qu'il y a d'archi-moderne dans la pensée occidentale et qui défend, et qui combat la modernité au nom d'une autre modernité supposée par lui. Voilà. Il faut surtout pas comprendre ou dire de ce monsieur que c'est un inculte ou que c'est quelqu'un qui, c'est vraiment selon les normes scientifiques, philosophiques, académiques, c'est quelqu'un qui est très très pointu. Et pourquoi vous prenez cette précaution? Parce qu'on l'accuse d'être inculte ou... Non, c'est pas ça. C'est quand on parle de quelqu'un qui combat la modernité, quelqu'un qui parle d'une autre modernité islamique possible, on a tendance à penser que c'est un salafiste, c'est un... Ah non, inculte non, mais peut-être une forme de pensée qui serait plus réactionnaire, puisqu'en effet, s'il se sert des concepts prémodernes pour critiquer la modernité... Elle est réactionnaire, certes, mais c'est quelqu'un qui, dans ses textes, il discute Foucault, il discute Derrida, il discute la pensée anglo-saxonne. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un phénomène. Justement, c'est à partir de quelle posture? Absolument, oui, C'est je ça. suis tout à fait d'accord. Drijaïden, est-ce que vous voulez dire un dernier mot Sur Abdelrahman Tahar, sur ce que vous voulez? écoutez, il a écrit un livre magnifique qui s'appelle Ruh al-Hadatha, qui est l'âme de la modernité. C'est un penseur d'une érudition rare, un esprit rare, et il est très compliqué d'en parler. Mais vous savez, Emmanuel Lévinas, lorsqu'il réinterroge les textes bibliques après la Shoah, et qu'il pose la question précisément de l'être, de l'infini, de l'autrement que de l'être, qu'il pose un certain nombre de questions sur l'humanisme, qu'il dit qu'au fond, il est traumatisé par la Shoah. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Et bon nombre de philosophes juifs se sont demandé à un moment donné, qu'est-ce qui nous est arrivé? Où est passé Dieu, en gros? Parce que, quoi qu'on en dise, la pensée juive, bien sûr, la pensée juive a structuré aussi tout un imaginaire, et la philosophie juive en est inspirée, et elle a questionné. Donc la philosophie, c'est bien la crise. On est d'accord. Donc peut-être que Abdelrahman Tahar met en crise aussi un certain nombre d'intellectuels et de penseurs, mais c'est pas plus mal que ça. Moi, je ne crois pas qu'il faille considérer que les édifices sont là pour demeurer debout jusqu'à la fin des temps, surtout les édifices intellectuels. De ce point de vue-là, il pose une question qui est majeure, qui est quel est le lieu d'où je parle? Alors, c'est très compliqué, parce que quand on parle, notamment, vous disiez Bachelard, quand on pose la question des seuils épistémologiques, mais les seuils épistémologiques, ils participent de l'histoire même de la pensée en Occident. Bachelard explique très bien qu'à un moment donné, à partir du XVIIIe siècle, on s'est mis à penser autrement l'individu, l'objet, le monde. Mais il fallait y être au XVIIIe siècle pour franchir le seuil épistémologique. Nous avons hérité de seuils épistémologiques que nous n'avons pas franchis. Et ça donne aussi cette espèce de liberté dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement la philosophie au Maroc, c'est aussi un petit peu cette espèce de lieu à l'intérieur duquel on peut circuler en ne se demandant pas si, parce qu'on va travailler sur le 18e ou sur les Lumières, il faut avoir acquis un certain nombre de prérequis qui font qu'il faut avoir aussi lu Maître Écart et savoir d'où l'on vient. Et en même temps, on peut disserter sur les mystiques musulmans. Et moi, je trouve ça extrêmement sain. Pour une raison qui est très simple, c'est que la philosophie, elle suppose évidemment de la méthode, mais elle suppose à un moment donné, si on veut pouvoir réfléchir au moment où l'on vit, de se demander ce qu'on fait là, avec ces idées, et à quoi elles sont bonnes pour la cité. Je vais vous lire rapidement, parce je vais vous lire une philosophe marocaine qui s'appelle Simone Weil, pour l'humour. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Conditions premières d'un travail non servi ». Évidemment, elle n'est pas marocaine, mais je la considère comme marocaine ce soir.
L'arbitraire humain contraint l'âme sans qu'elle puisse s'en défendre, à craindre et à espérer. Il faut donc qu'il soit exclu du travail autant qu'il est possible. L'autorité ne doit y être présente que là où il est tout à fait impossible qu'elle soit absente. Ainsi, la petite propriété paysanne vaut mieux que la grande. Dès lors, partout où la petite est possible, la grande est un mal. De même, la fabrication de pièces usinées dans un petit atelier d'artisan vaut mieux que celle qui se fait sous les ordres d'un contremaître. Job loue la mort de ce que l'esclave n'y entend plus la voix de son maître. Toutes les fois que les voix qui commandent se fait entendre, alors qu'un arrangement praticable pourrait y substituer le silence, c'est un mal. Alors si ça peut pas s'appliquer à ce qui se passe dans des petites PME au Maroc, où des pauvres gens sont maltraités, on a beau faire de la philosophie, de la théologie, de la spiritualité, on n'arrive pas finalement à poser la question de l'autre, parce qu'au bout, c'est ça la vraie question, c'est qui c'est que j'ai en face de moi ? Il a un visage, il a un corps, il a une histoire. La philosophie, ça sert à se souvenir de ça tous les jours. Alors Simone Weil, philosophe contemporaine marocaine, sans aucun problème. Mohamed Bourdin Faya. C'est un sujet aussi vaste et complexe et problématique à mon avis. On a devant nous un paysage philosophique, pluriel, diversifié, constitué d'un ensemble de sensibilités et de parcours. Moi, je nomme parcours philosophique d'un ensemble de figures. Et à l'intérieur aussi, il y a des vagues, il y a des foyers de réflexion, de recherche et de traduction. Et on n'a pas le temps pour tout mentionner. Déjà Deleuze, le livre sur Foucault, après la mort de Foucault, a été traduit en 1986 par un grand chercheur qui est Salim Afout. Et j'en passe. Tous les philosophes ont été connus d'une manière ou d'une autre au Maroc. Moi, je voudrais tout simplement dire, pour revenir un peu à ce questionnement philosophique, ontologique qu'a posé Driss Jeydan tout à l'heure, c'est que moi je trouve qu'il y a des perspectives aussi modestes qu'elles soient au Maroc, comme champ aussi controversé par différentes formes de dogmatisme et de défis politiques, de nature politique au Maroc, contre la philosophie, parce que la philosophie a été toujours considérée comme un combat. C'est un champ pour apprendre à la critique et l'initiative et le travail et le dépassement de soi. C'est ça, c'est pourquoi justement Ahbabi, quand il a un peu défini la question du passage de l'être à la personne, pour lui c'est un passage de libération contre toute forme de servitude. Et j'estime que Khatebi a été l'un des rares qui se sont intéressés justement à ces considérations qui n'ont pas été mises en valeur par les grands penseurs comme l'Aroui, comme le Jabri, etc., qui sont celles de la marge, du peuple, du refoulé, de l'impensé. Ce sont des considérations à laquelle il s'est intéressé avec engagement intellectuel et existentiel. Merci beaucoup, tous les trois, Driss Jeydan, Adil Adjami et Mohamed Bourdin Faya. Si la philosophie pose la question de savoir d'où nous parlons, eh bien ce soir c'était à l'Institut français de Casablanca que je remercie et qui a permis cette émission. Et merci au public que je distingue à peine mais qui a assisté nombreux à cette émission. Vous pouvez les applaudir quand même, je pense. Merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine. Retour à Paris donc pour une semaine sur la traduction et ses enjeux passionnants. La traduction chez Paul Ricoeur, la traduction en psychanalyse, la traduction chez Borges notamment, ainsi que le dictionnaire des intraduisibles. Tout un programme de traduction sans trahison. Merci à l'Institut français du Maroc, grâce à qui ces émissions ont pu être enregistrées. Merci en particulier à Paul de Sinetti, Odile Nubla, Anne Métrard, Angela Doring et Alban Corbier-Labasse. Merci également à Mathieu Pot-Bonneville et Driss Jeydan pour leurs conseils avisés lors de la préparation de ces émissions. Et enfin, un merci tout particulier à Mathilde Wagman qui a organisé du début à la fin ces 5 émissions. Merci Mathilde et bravo.
Si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et vous pourrez surtout la télécharger et la podcaster pendant 1000 jours, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h50. C'est l'heure de retrouver sans plus attendre Martin Kénéen pour Grand Amphi.